C'est avec Benoît et Xavier que nous parcourons notre revue de presse web et tech cette semaine au programme de cet épisode 341. Des semi-conducteurs sous toutes les formes, de l'intelligence artificielle qui contrôle une gestation et Intel qui veut miner des crypto-monnaies. On parle aussi de Chromeflex, un système d'exploitation pour les vieilles machines, et de Samsung qui veut plier le portable dans tous les sens. Qui se souvient d'Option Xavier a trouvé une machine qui ressemble étrangement aux fameux Option. On rappellera tout ça, on mettra tout ça en mémoire dans cet épisode. Bienvenue et d'avance, merci de vous abonner au Techno. Merci également pour les partages de nos contenus dans vos réseaux. Bonjour Xavier, bonjour Benoît, comment allez-vous les gars? Salut. Mais écoute, très bien, on est très content de te revoir parmi nous. Et moi donc. Plein de forme en plus. Ton absence a été remarquée et tout le monde nous a envoyé de chouettes messages pour toi. Donc j'en profite effectivement pour remercier Adrien et Sébastien qui ont assuré l'intérim à l'animation des 3 derniers épisodes. Merci également à toute l'équipe d'avoir joué le jeu et puis à vous qui nous écoutez pour votre bienveillance également. Tiens, on va saluer aussi ceux qui nous ont laissé quelques commentaires cette semaine, comme par exemple Blueman, Jean-Pierre Crossmarie, Marcel Explorer, Mohamed ou encore Sébastien Aboiro. Merci également à Battant qui nous a laissé un chouette commentaire sur Apple Podcast Switzerland. Merci à lui et merci à vous si vous passez sur une application de podcast qui permet encore, il en reste, de faire des commentaires. Mais laissez-nous un petit commentaire ainsi que quelques étoiles, ça nous fera plaisir. C'est notre seul salaire, comme on dit dans ces cas-là. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise encore? Vous voulez que je vous raconte une histoire, un truc, je sais pas, non je pense qu'on devrait pouvoir lancer là. On peut effectivement le faire. Alors, je redécouvre le setup. C'est comme ça, je le disais juste avant d'enregistrer. Chaque fois que je m'éloigne un tout petit peu, c'est un petit peu compliqué de reprendre. Après 3 semaines, je cherche encore les boutons. Les boutons, il est là. Là, voilà, j'ai trouvé. On commence avec la lettre A comme ARM. Il y a plein de choses à dire, Benoît, sur ARM, plein de lectures, ça part un peu dans tous les sens. Tu as un petit peu, t'as exploré tout l'univers ARM durant la semaine, et on a les sources, évidemment, on vous met les liens, comme toujours, dans la description de cet épisode. Benoît. Voilà, exactement. Il y a plein de petits sujets intéressants. Je pense qu'on en a beaucoup parlé parce qu'il y a eu le rachat par Nvidia qui s'est pas fait. Et donc ça a donné pas mal d'occasions à beaucoup de gens de s'exprimer, de se poser des questions, regarder un petit peu comment ça se passe. Regardez le fait que maintenant qu'il y a l'introduction en bourse, est-ce que la stratégie de SoftBank a été la meilleure? Et j'ai relevé en particulier 3 articles. Un qui a été partagé au départ par Seb, qui est une interview d'Herman Osser. C'est un des fondateurs de ARM il y a très très longtemps. L'article est assez intéressant, il est sur 01net en français, donc assez facile à lire. Et le personnage est intéressant parce qu'il a un regard, il est plus dans la boîte depuis une bonne vingtaine d'années, mais il a quand même évidemment un attachement à la société. Et puis il décode un petit peu le marché, il décode un petit peu la situation autour, et en particulier il était assez opposé au rachat, parce que pour lui, il y a une vraie perte de souveraineté. Il insiste sur l'importance. Voilà, on a un acteur qui est vraiment important dans le domaine des semi-conducteurs, et ce serait vraiment dommage. Et alors que l'Europe se réveille à ce sujet-là, avec la pénurie, on se rend compte de l'importance des semi-conducteurs. Il trouve que c'est vraiment dommage d'avoir perdu ARM, d'autant plus que pour lui, il n'y a pas de raison industrielle. C'est-à-dire que une des critiques qu'on a formulées à l'encontre du rachat par Nvidia, c'est que, en final, la société Nvidia n'a pas besoin de racheter ARM. Elle peut tout à fait prendre une licence et construire les puces qu'elle souhaite construire sans aucune difficulté, comme plein d'entreprises le font, comme Apple le fait, comme Samsung le fait, etc. Et donc, son analyse, c'est qu'il n'y avait pas de besoin, et donc, comme il n'y a pas de besoin industriel, clairement, il avait très peur que ce soit simplement l'occasion de couper
le terrain à des concurrents potentiels. Et donc l'analyse est assez intéressante. Il parle également de RISC-V, cette alternative à l'architecture ARM, mais qui est basée sur de l'open source, avec maintenant une fondation en Suisse. Voilà, je vous invite à aller le lire, c'est une chouette interview. Autant le signaler, 01net, ils ont fait un coup, hein, là, il faut bien le reconnaître, parce qu'ils ont quand même, c'est une interview exclusive, il faut le dire, et donc on vous invite vraiment à aller la lire, cette interview, aller découvrir cet univers, parce que vous saurez tout sur ARM, et c'est passionnant, et quand il y a un bel article bien étoffé, ça mérite de le dire, voilà. Tout à fait. Et donc, on vient de le dire. Voilà. Deuxième article que j'ai trouvé très sympa, très intéressant sur le sujet, c'est une petite analyse sur Ars Technica. Alors ici, c'est en anglais. Ars Technica, c'est un site bien connu qui est spécialisé dans l'actualité technologique et avec souvent des analyses assez intéressantes. Et là, il pose justement une analyse sur les choix qu'ont fait SoftBank quand ils possédaient ARM et quand ils influençaient le marché sur lequel l'entreprise se positionnait, et en particulier il s'interroge sur le choix qui avait été fait de pousser l'Internet des objets, alors qu'en final l'Internet des objets, on n'arrête pas de nous l'annoncer. C'est vrai qu'a priori une architecture de processeur avec une faible consommation qu'on peut planté dans plein de machines différentes, ça semble être un mariage idéal, mais sauf que le marché a pas franchement décollé, et le marché sur lequel aujourd'hui l'entreprise gagne, c'est évidemment les smartphones, mais c'est aussi de plus en plus le marché des serveurs. Et le commentaire d'Ars Technica, c'est de dire, si au lieu d'investir autant sur le marché de l'Internet des objets, avec par exemple les énormes investissements qui ont été faits dans leur OS Embed, si au lieu de faire ça, ils avaient plutôt attaqué le marché des serveurs, peut-être qu'ils seraient dans une position encore plus attractive par rapport à l'entrée en bourse. Donc c'est intéressant, ça veut dire que peut-être ARM va être un bon investissement, parce que peut-être que voilà, comme ils se sont repositionnés, on peut espérer les voir monter. Moi, ce à quoi ça m'a fait réfléchir, c'est que ça va quand même changer la démarche. C'est-à-dire qu'une entreprise qui est en bourse, elle doit publier des résultats tous les 3 mois. Ça met une pression pour des résultats à court terme, et ça pose quand même la question si ce genre d'investissement à très long terme, parce que SoftBank n'a jamais caché, quand ils ont investi dans l'Internet des objets, c'était pas avec l'espoir d'avoir un rendement dans l'année, dans les 2 ans. Alors bon, ils ont attendu peut-être trop longtemps, mais en fait, est-ce que ce genre d'investissement à très long terme, qui sont quand même importants sur le marché des semi-conducteurs, est-ce que le futur ARM libéré sur la bourse sera encore capable de le faire? Je pense que ça va être un point intéressant. Évidemment, les autres offreurs comme Intel, dont on va reparler dans quelques instants, sont cotés en bourse, donc quelque part, ils ne sont pas nécessairement désavantagés. Effectivement. Puis il y a aussi le monde des startups, comme en France par exemple, qui s'intéressent de près aussi à ce genre d'architecture. Tout à fait. Alors, le troisième article sur le sujet que je vous invite à aller lire, c'est un article sur l'usine nouvelle consacré à Menta. C'est une société dont moi je ne connaissais pas, que j'ai découvert parce que j'étais en train de me documenter, vous l'avez compris, sur ARM. Et c'est une très jeune start-up qui propose en fait un petit peu la même idée. Ce qu'il propose, c'est une architecture de FPGA. Donc, c'est puces programmables, non pas comme des microprocesseurs qu'on programme avec du code traditionnel, mais qu'on programme sous forme de porte logique. Et donc, on fait quelque part une puce sur mesure qui peut la rendre très efficace pour des traitements. Ça s'utilise notamment quand on a enseigné un algorithme d'intelligence artificielle, on l'entraîne de façon classique, et puis on réalise le modèle sous forme d'une puce FPGA, et on cherche sur la puce, et la puce se révèle du coup peu gourmande en énergie et très efficace. Et donc la société Menta se place sur ce marché en disant nous, ce qu'on va proposer, c'est un FPGA, une architecture FPGA qu'on peut implanter dans n'importe quelle puce. Et donc leur objectif, c'est de faire un peu la même chose que l'architecture ARM, mais avec des FPGA qu'on va donc pouvoir installer dans une puce quand on est en train de, pas toi et moi, pas quand nous on est en train de bricoler, mais je veux dire, une entreprise va pouvoir dire voilà, j'ai besoin de mettre ça, et de garder la flexibilité de pouvoir faire évoluer par programmation du FPGA jusqu'au moment où on livre le produit, de quand même garder une vraie flexibilité. Donc l'idée, je l'ai trouvée assez intéressante. Eux visent le marché, ce qu'on appelle le edge computing, donc ça va être quelque part
proche de l'Internet des objets, c'est tout ce qui va être le cloud qui se met en place dans une installation pratique. L'exemple qu'on prend toujours, c'est l'ambulance. On ne peut pas se permettre de prendre le risque qu'une ambulance ait besoin de sa connexion cloud en permanence. Donc, il faut que dans l'ambulance, il y ait de la puissance de calcul, il y ait de la puissance pour faire un certain nombre de choses, et de se synchroniser avec le cloud dès qu'elle le peut, mais de quand même pouvoir assurer les traitements vitaux dans l'ambulance sans être dépendant du fait que, tiens, la connexion 5G vient de tomber. Capable de travailler offline et de se synchroniser au moment venu, quoi. C'est ça l'idée. Tout à fait. Donc, 3 articles sympas que je vous invite à les lire. Cette dernière fonctionnalité, Xavier, toi qui es dans le domaine de la domotique, on va pas le cacher, ça te semble être une solution intéressante, prometteuse, d'avenir? Je connaissais pas du tout ce concept de FPGA. Je l'ai découvert d'ailleurs dans l'épisode précédent avec David qui en a parlé, donc l'épisode 340 pour ceux qui nous écoutent. Donc je connaissais pas du tout ce principe, donc c'est quelque chose que j'ai découvert. Et dans la domotique, en fait, il y a tellement, ça évolue tellement vite et il y a tellement de concepts et surtout de technologies qui sont propres à un besoin précis dans la domotique. Tu sais, dans la domotique, on peut vouloir automatiser des parties d'un bâtiment, enfin, il y a tellement de choses qu'on peut vouloir automatiser que finalement, il y a autant, je pense, de technologies et de logiciels qui s'y prêtent, ou même il y a qu'à voir le nombre de protocoles aussi qui sont utilisés. Donc voilà, je dois l'avouer, je connaissais pas du tout voilà, une pièce de plus dans l'arsenal, on va dire. c'est toujours intéressant à savoir. Bon, on a bien fait le tour de la question. Si la question vous intéresse, on vous ramène effectivement toujours aux sources que l'on a dans la description de ce podcast ou sur notre site lestechno.be. Vous allez vous faire plaisir en allant lire les articles. Tu parlais d'usine nouvelle, Benoît. Je tiens à signaler que l'article est un article normalement payant, mais vous pouvez tester usine nouvelle et donc avoir un compte gratuit pour lire cet article. Et si ça vous plaît, moi je vous conseille de vous abonner, parce que voilà, les journalistes et le journalisme de qualité, ça se paye aussi. Merci en tout cas, Benoît, pour toutes ces informations. On passe à la lettre C, C comme crypto, Xavier. Justement, oui, Benoît en parlait à l'instant. Intel veut devenir un acteur majeur dans le minage des crypto-monnaies. Je lis ce qui est écrit sur notre écran. Voilà. De quelle manière Alors, c'est pas uniquement sur le minage des cryptos, mais donc clairement, Intel veut un petit peu surfer sur la vague des cryptos et aussi sur les technologies qui sont basées sur la blockchain, puisque la blockchain ne se limite pas aux crypto-monnaies. Ils ont donc annoncé une nouvelle puce de calcul qui est dédiée au minage des crypto-monnaies, et la puce va s'appeler Blockchain Accelerator. Donc ça dit bien ce que la puce veut remplir comme objectif. Elle est présentée en plus de simplement être un accélérateur comme la puce qui serait la moins énergivore des puces dédiées à la blockchain. Donc c'est un enjeu qui est quand même assez important, puisqu'on sait que une des critiques majeures qui est faite aux crypto-monnaies, c'est justement l'impact écologique, et donc Intel a aussi annoncé sa roadmap pour développer des accélérateurs avec un haut rendement énergétique, et ils vont se concentrer, comme ils l'ont annoncé, sur la durabilité également. Donc je pense que c'est un enjeu effectivement majeur aussi dans ce secteur-là. La puce est annoncée pour cette année. Elle a déjà fait l'objet de précommandes par 2 grosses sociétés, et Intel prévoit que la puce puisse atteindre des performances par watt, donc en fonction de la consommation énergétique, 1000 fois supérieures à celles des GPU classiques. Donc aujourd'hui, vous avez votre carte graphique. En gros, quand on va calculer la rentabilité du minage que vous allez faire, c'est tout un enjeu entre combien est-ce que vous allez consommer, puisque le calcul nécessite des cartes graphiques ou des autres types de processeurs qui sont dédiés, qui consomment énormément. Et donc tout l'enjeu, c'est
c'est de diminuer cette consommation, d'une part pour l'empreinte écologique, mais il faut pas se le cacher, aussi parce que l'électricité, ça coûte cher et que ça atteint donc directement la rentabilité de votre projet. Donc c'est 1000 fois supérieur à des GPU qui sont utilisés pour le minage, basés sur le SHA 256, comme celui qui est utilisé pour le Bitcoin, pour générer du Bitcoin. Et Intel a déjà annoncé qu'il y aurait plus d'infos lors d'une conférence internationale sur les circuits à semi-conducteurs qui devrait se tenir ce mois-ci. Donc on attend d'en savoir un petit peu plus, mais ça pourrait donc être une grosse annonce dans ce secteur-là. Ok, bon, peut-être une remarque ou une réflexion de la part de Benoît sur ce sujet ou pas? Posons la question comme ça. Bon. Non, je pense qu'il a fait le tour, notre ami. Ouais, je pense que c'est bien complet, effectivement, d'autant qu'on n'a pas fini de parler d'Intel, je pense. Allez, enfonçons le clou. Comme Intel. Voilà. Intel qui s'offre Tower Semiconductor. Benoît, justement, tu l'évoquais aussi un petit peu dans le premier sujet. Ça bouge, côté semi-conducteur et processeur. Il n'y a pas à dire, quoi. On n'arrête pas d'en parler d'Intel en ce moment, effectivement. Ouais. Parce que à côté de ce que Xavier nous expliquait à l'instant en tant que concepteur de puces, Intel s'est lancé dans une stratégie récente d'offrir en fait sa capacité de fabrication à d'autres entreprises. Et quand on voit la difficulté qu'on a actuellement, parce que je pense que le monde s'est rendu compte qu'on était horriblement dépendant d'une seule société pour produire l'essentiel de nos puces, avec les conséquences qu'on voit aujourd'hui, c'est clair que les autres entreprises qui ont la capacité de fabriquer des puces essayent de se placer sur ce marché. Donc Intel a fait le choix stratégique de dire ok, on va continuer évidemment à concevoir d'abord les processeurs Intel pour lesquels on est le plus connu, mais aussi comme Xavier l'évoquait à l'instant des produits plus spécialisés, mais à côté de ça on veut également offrir nos capacités. Et le problème qu'ils ont, c'est que Intel est plutôt dans le haut de gamme en termes de fabrication. Donc c'est pas les meilleurs, on va dire, parce qu'on sait qu'ils ont des difficultés avec les gravures les plus fines, mais ils font quand même ils gravent des produits quand même assez haut de gamme. Et en fait, de façon assez amusante, apparemment, quand Intel fait des puces un petit peu plus bas de gamme, ils les sous-traitent. Ils sous-traitent la fabrication, parce que leurs usines sont pas vraiment sur ce marché. Et alors, c'est un marché intéressant, mais quand on veut se positionner comme fabricant pour offrir des services pour des tiers, ils étaient pas peut-être équipés pour ça. Et deuxièmement, en termes de compétences de commercialisation, ils n'ont pas des équipes aujourd'hui chez Intel qui ont la connaissance de comment est-ce qu'on se présente sur le marché, comment est-ce qu'on va, parce que pendant des années Intel réservait sa fabrication à ses propres puces. Et donc la solution qu'ils ont trouvée, c'est de débourser à peu près un petit peu moins de 6 milliards de dollars, 5 milliards et demi, pour s'acheter Tower Semiconductor, qui est un fabricant israélien. Donc, il récupère les usines. Alors, les usines, quelque part, complètent les usines d'Intel parce que Tower est plus sur des puces moins haut de gamme. Donc, ils vont compléter la gamme d'Intel en descendant un petit peu en complexité de fabrication, mais du coup aussi en descendant en prix. Et d'autre part, ils récupèrent le know-how de comment on se présente sur ce marché, comment est-ce que le marché évolue, comment on commercialise son offre, etc. Donc Intel le présente évidemment comme étant quelque chose d'extrêmement positif, mais les analyses sont un peu plus partagées, et en particulier parce que les marges bénéficiaires de Tower sont nettement plus basses que celles d'Intel. Tower, il fait à peu près du 20% sur ses ventes de puces, là où Intel est au moins au double de ça. Et donc voilà, ça va peut-être avoir un effet quand même sur la rentabilité globale de l'entreprise. Ok, Sébastien, non, Xavier, j'ai perdu les noms des gens maintenant. Un avis sur la question ou pas du tout? Je vois pas quoi rajouter là-dessus, honnêtement. Non plus, c'est pour ça, c'est du factuel, on peut pas non plus... C'est très simple. On a fait 2 sujets sur Intel, on s'est partagé l'actualité, et puis on n'a pas rajouté l'un à l'autre, on a été clair. Et puis on va encore parler des semi-conducteurs, donc voilà. Oui, c'est ça. Donc il s'est passé un truc en mon absence, ils s'arrangent entre eux maintenant. Ça, c'est nouveau.
Donc, on dirait qu'on s'est habitué à l'absence. Oui, c'est ça, oui. Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient se parler avant. Ok, on va essayer de se rattraper avec des sujets qui laissent peut-être plus de place au débat et autres. Voilà. C'est ça, attention. Allez, on va un peu se diversifier. On va parler d'intelligence artificielle cette fois-ci, Xavier, avec une intelligence artificielle utilisée comme nounou chez les Chinois. C'est une information. J'ai vu des photos. Enfin, j'ai vu l'info. Et je me suis dit, oui, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Voilà. Et justement, si on parle de débat, mais je vais peut-être commencer par la question que j'avais prévue pour la fin, c'est est-ce que ici la Chine se prendrait pas un petit peu pour Dieu et quelles sont les limites qu'on peut se donner? Et donc le sujet en question, c'est quoi? C'est la Chine qui veut lutter pour le moment contre la chute de natalité qui a atteint un montant vraiment interpellant, puisque aujourd'hui il y a 7,52 naissances pour 1000 personnes en 2021 en Chine. Donc c'est vrai que le rapport est quand même assez impressionnant, assez faible, et la Chine a d'ailleurs autorisé d'avoir 2 enfants, puisque vous saviez qu'il y avait une politique de l'enfant unique en Chine. La Chine a depuis 2016 autorisé d'avoir 2 enfants et 3 depuis l'année passée. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer en Chine. Ils sont conscients de ça, et malgré tout ça, le taux de natalité continue de chuter. Alors il y a des chercheurs chinois qui... faut signaler aussi que dans les familles, on préférait avoir un garçon plutôt qu'une fille, parce qu'un garçon était plus productif pour la famille, ce qui a aussi créé des biais. Savoir une société faite qu'avec des mecs, c'est un peu compliqué à un moment donné. Il y a eu des drames à ce niveau-là, etc. Tout à fait. Et ça explique peut-être aussi le rapport, effectivement, mais s'il y a 10 mecs pour une femme, forcément, ça devient plus compliqué. Donc, donc les chercheurs chinois bossent sur une espèce de nounou robotique pour gérer les besoins de fœtus qui seraient placés dans un utérus artificiel. Alors, les travaux ont été décrits dans une revue qui s'appelle Journal of Biomedical Engineering, et ils ont développé un utérus artificiel qui est entièrement automatisé. En fait, ça se présente sous la forme d'un conteneur avec actuellement des embryons de souris. Ces embryons sont nourris par des fluides nutritifs, et l'appareil est surveillé par une intelligence artificielle qui va ajuster tout un tas de paramètres comme justement le contenu des flux nutritifs, le niveau de CO2 et tout un tas d'autres paramètres. Et ce module est composé également de 3 modules optiques qui vont surveiller et analyser le développement des embryons pour les optimiser. Pour optimiser le développement, pardon. Et donc la nounou artificielle, elle va aussi, et c'est là qu'on commence à atteindre quelque chose qui est un petit peu plus touchy, c'est la nounou artificielle va classer les embryons selon d'une part leur état de santé, sur le potentiel de développement, mais elle va aussi détecter et signaler les anomalies. Et donc on se doute de ce qui peut se passer quand on a un embryon qui est plus ou moins anormal, avec d'autres dérives que je vais aborder un tout petit peu après, mais pour le moment, heureusement ou pas, c'est à vous de me le dire, la loi internationale limite actuellement la recherche sur des embryons humains à 14 jours de développement. Ça veut dire que les chercheurs sont limités à 14 jours sur des recherches sur des humains, et donc ils se limitent actuellement sur des embryons animaux, mais ils aimeraient malgré tout pouvoir le faire sur des humains pour, quand on les cite, c'est pour résoudre plusieurs inconnus sur la croissance et les anomalies du développement humain. Donc ils motivent leur recherche par le fait qu'ils veulent analyser, mieux comprendre comment se développe un embryon, et surtout comment peut-être éviter ou comprendre les causes des anomalies du développement humain. Alors il y a un autre souci qui se pose en Chine et qui empêche de travailler sur des embryons humains plus longtemps, c'est qu'en fait en Chine, la loi interdit la gestation pour autrui. Et donc, même si c'est robotisé, si on mettait des embryons humains, en fait, tout l'hôpital et les chercheurs seraient hors la loi, puisque c'est eux qui s'assureraient de la gestation d'un embryon qui n'est pas à la base le leur. Alors, les questions éthiques qui sont liées à ça, c'est
quid de la relation avec la mère ou les parents, quel serait l'impact psychologique et même peut-être physique sur l'enfant, et est-ce que il n'y a pas un risque, comme ça a déjà été souvent abordé dans la littérature, mais de ne conserver finalement que des embryons qui sont complètement parfaits. Et parfait à quel titre? Ben ça c'est les scientifiques qui en jugeraient, pour créer finalement un clivage entre les embryons qui ont été qui se sont développés par voie naturelle et ceux qui sont en provenance d'un embryon artificiel. Donc il pourrait vraiment y avoir une espèce de civilisation partagée entre des gens qui ont été élevés dans le ventre qui ont grandi dans le ventre de leur mère, ou bien dans une machine finalement. Alors comme le journaliste de Futuratech le mentionne dans son article, on est en plein dans le film Bienvenue à Gattaca, hein. Si vous l'avez vu en tout cas, c'est une référence dans le domaine, donc une sélection en gros d'êtres humains entre guillemets parfaits selon certains critères préétablis. Ça pose des problèmes éthiques. Ça me semble assez évident. Mais je vais laisser Benoît s'exprimer parce que je suis sûr qu'il a une idée sur la question. Oh non, s'il n'y a pas de processeur, moi je m'en fous. Le rapport à la vie, clairement, est très différent en Chine que nous. Et ça s'est vu. Ce que je trouve assez étonnant dans ce genre de choses, c'est qu'en fait, leur politique de l'enfant unique, où ils ont essayé de contrôler, avec ce qui se faisait à l'époque, hein, de contrôler la natalité, n'a pas été franchement un succès, puisqu'on en arrive aux difficultés que tu évoquais, Xavier. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On part sur encore plus de contrôle. Il y a quelque chose dans la logique qui m'échappe. C'est culturel, à mon avis. Oui. Ça n'a pas, avec la dose de contrôle qu'on avait mis, ça n'a pas bien marché. On va faire plus de contrôle. Ça va certainement mieux fonctionner. Voilà. C'est une réponse très technologique à tout, quoi. Oui, c'est ça. Très, voilà, une espèce de. C'est très particulier. Mais bon, voilà. Manifestement, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la législation, ça se change. Donc, quand tu dis, Xavier, voilà, la gestation pour autrui est interdite, etc. Ouais, mais si le gouvernement chinois se dit, on a vraiment une difficulté, on peut imaginer qu'il change la loi, et donc on peut imaginer que peut-être ça se fasse à plus grande ampleur. Et là, comme tu dis, ça va être une expérience grandeur nature pour des humains. Quand on voit à quel point des jeunes des orphelins sont en difficulté, des gens qui ont une naissance, je sais plus comment ça s'appelle, naissance sous X, où on ne connaît pas le nom de la maman. Oui. Non, tu sais, la naissance où les parents laissent l'enfant sous X. Sous X, voilà. Quand on voit les difficultés que les enfants qui grandissent dans ce cadre-là semblent avoir, parce que bien sûr, il y a pas d'expérience perso, mais on entend, clairement, ce sont des gens qui ont des souffrances liées à ça. C'est quand même effectivement assez inquiétant sur ce plan-là, quoi. Oui, mais comme tu disais, les législations sont faites pour être changées, en particulier dans ce pays-là. Si on a besoin de soldats, faites-nous des soldats. Voilà. C'est la guerre des clones. C'est ça. C'est extrême, mais je trouve cette news extrême. Je ne comprends pas pourquoi on l'a sélectionnée. Tellement c'est extrême. C'est hard en fait. Ça dépasse même le cadre des technologies. Voilà. J'imagine que vous qui nous écoutez, vous avez une opinion sur le sujet. N'hésitez pas à la partager avec nous via les commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur notre blog lestechno.be si vous le voulez. On se fera un plaisir de vous lire et éventuellement de lancer un futur débat, pourquoi pas, sur le sujet. Hein. Ça peut être intéressant. Je sais pas si tu voulais conclure, Xavier, si tu avais tout dit ou pas. Non, mais juste moi, je trouve qu'il y a quand même certains enjeux qui sont intéressants. Donc, l'aspect scientifique de comprendre comment se développe l'embryon, etc., et donc de faire progresser la science vraiment sur les connaissances est intéressant. Mais clairement, il y a des dérives qui sont possibles, qui sont interpellantes. Voilà, c'est ça. On est sur la ligne rouge quand même. Hein. C'est un pas d'un côté, on est dedans, quoi. Donc, il faut être vigilant. Et, ouais. Passons à la suite. Alors ça, je sais pas comment on le dit. P comme Panquessu.
Penkesu, Penkesu, Penkesu. C'est un appareil, en introduction, je l'ai évoqué, qui ressemble un peu au fameux Psion. C'est un Pokémon ? C'est vrai que ça pourrait être un nom de Pokémon. Psion, justement, il y a un petit lien, parce que Psion, au tout début, avant de fabriquer des petits ordinateurs de poche, c'était un éditeur de jeux vidéo. De jeux pour Spectrum ZX81, si je ne dis pas de bêtises, à l'époque, Xavier. Ah, il est là, Xavier. Il est perdu, Xavier. Voilà. C'est pas moi qui vais en parler, c'est Benoît. Ah, mais donc j'avais raison. c'est mon doigt. Donc c'est Benoît qui en parle. Voilà. Alors, en fait, le truc amusant, c'est un petit ordinateur conçu pour aller plus ou moins dans la poche et qui est fabriqué, qu'on peut fabriquer chez soi, qu'on va pouvoir imprimer chez soi, et qui est dont les principaux composants sont distribués. Donc, on va pouvoir télécharger les éléments pour l'impression. Le clavier et les composants, les parties électroniques sont assez faciles à se fournir, puisque le clavier est un clavier également un clavier open source piloté par un petit Arduino, et le cœur de la machine, ça va être un Raspberry Pi. D'accord. Donc classique. une machine, je veux dire un peu classique, une gestion de la batterie, enfin des choses qui, et c'est ça qui est extraordinaire, sont devenues classiques. Je trouve le mot que tu emploies là, Marc, il est remarquable, parce que c'est devenu classique, mais en fait, ça nous donne aussi une mesure des progrès incroyables qu'on a vécu. Bien sûr. Parce que si, pour ceux qui se souviennent des Psion, qui étaient des machines, alors certes, qui se pliaient plus petits, qui étaient plus fines, qui avaient des avantages d'une fabrication industrielle avec le clavier qui ressortait, qui se dépliait, des petites choses comme ça. Si clairement on n'a pas, mais c'était des petites machines qui paraissaient, c'était très haut de gamme, c'était très cher, c'était parce que voilà, cette miniaturisation, elle était très complexe à obtenir. C'était avec un OS spécifique qui ne fonctionnait qu'avec leurs produits. C'était du coup avec une liste d'applications extrêmement réduite. Et là, ici, comme tu le dis, Marc, c'est du banal classique. Le côté novateur, entre guillemets, c'est d'avoir repackagé ça dans un concept plus petit. Donc ça va encore un petit peu plus loin que le Pi qui était sorti, vous savez, le Pi clavier, là, il fallait encore un écran pour le brancher dessus. Ici, en fait, ça vient dans un tout en un. C'est toi qui avais trouvé le sujet, je pense, Marc, tu l'as partagé. J'ai regardé, j'ai trouvé l'idée assez sympa. J'ai regardé un petit peu, je me suis dit, il faut quand même qu'on en parle sur les technos. Alors, c'est quand même un peu épais quand on regarde par rapport justement à c'est quand même une grosse boîte. Grosse boîte, comprenons-nous. C'est petit, mais par rapport à des machines qu'on va acheter industrielles, c'est quand même une grosse boîte, parce qu'il y a une limite à ce qu'on va pouvoir faire comme composants quand on les monte à la maison. Les Psion, puisque tu faisais référence, c'était quand même les années 80, il faut s'en rappeler. Oui. Donc on voit aussi le trajet qui a été fait, c'est presque 40 ans, puisque c'était 84 la sortie du premier Psion, 1982 la création de l'entreprise, je le disais, par du jeu vidéo pour ZX81, et en l'occurrence moi j'ai eu ça en fait, le simulateur de vol Psion en basic, quoi. Donc voilà. Et c'était les premiers à avoir fait aussi une suite bureautique à l'époque, avec un tableur et un petit éditeur, etc. Enfin voilà, tout ça c'était le début des années 80, et Psion a existé au début des années 2000 en fait, avec donc des appareils. Ils ont fait des modèles de plus en plus avancés, perfectionnés. Et puis ils sont fait rattraper par les portables en fait. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Parce que là, on était vraiment sur ce qu'on appelait un orgueil. Parce qu'en fait, à une époque, la machine était vraiment très intéressante parce qu'elle était très petite, et à côté, tu avais même les portables un peu haut de gamme, genre les Toshiba à l'époque, étaient quand même nettement plus mastoc et nettement plus lourds. Donc il y avait quand même une vraie grosse différence. Et puis les portables ont réduit en taille, et du coup, c'est vrai que l'OS spécialisé est devenu d'un avantage et devenu un inconvénient.
C'est ce qu'on appelait des organiseurs de poche à l'époque. C'était quand même, tu pouvais faire du mail, tu pouvais faire quand même pas mal de choses avec. Oui. Mais les premiers modèles s'appelaient d'ailleurs organiseurs, si je ne dis pas de bêtises, et après ils sont passés à des séries 2, série 3, série 5, il y a eu un Revo aussi, il y a eu un... Enfin voilà, donc c'était tout ça, c'est une autre époque évidemment, c'était la séquence vieux con, comme à chaque fois dans un épisode, il en faut une, et c'est tombé sur Benoît, désolé, c'est lui qui a choisi, il voulait faire un comparatif avec un pion, il a fait un comparatif avec un pion, on a les références qu'on mérite. Mais voilà, si vous avez envie de vous fabriquer un petit ordinateur de poche sympa, avec un clavier mécanique, ça tu ne l'as pas précisé, mais voilà, vous allez faire du bruit en plus, hein, parce que le clavier mécanique, Xavier en sait quelque chose, ça réveille la maison, donc surtout si vous êtes sur la table de la cuisine, à mon avis, ça va porter loin, et ça ressemble un peu à une grosse... Oui, c'est ça, moi j'avais un plumier qui avait cette taille-là, une espèce de boîte à tartines, quoi, mais pour des tartines oblongues. Pour ceux qui veulent savoir un peu à quoi ça ressemble, il y a toute une panoplie de photos sur le site donc de Penkesu.computer, mais vous aurez le lien évidemment sans aucune difficulté dans les descriptions de ce podcast. Merci Benoît pour cette j'allais dire cette découverte, non, ça c'est la mienne, mais cette exploitation d'un sujet que nous avons partagé. Il y a quand même un truc qui m'étonne sur la machine, c'est quand tu regardes le clavier, il y a une touche qui s'appelle Raise. Donc sur la touche il est marqué Raise, donc relevé, et je me demande quand même à quoi cette touche sert. Si quelqu'un a une idée, laissez en commentaire, parce que je me pose vraiment la question. Oui, parce qu'en plus c'est modulaire, donc tu fais ce que tu veux, hein, comme touche, si tu as envie d'imprimer. Oui, mais le mec il a mis une touche Raise, je me demande à quoi elle lui sert. Et pas non plus pas, c'est fou parce que tout existe dans le commerce. Est-ce que tu as essayé de chiffrer le prix du non, j'ai pas essayé. Global? Non, ça on n'a pas essayé, non. Parce que si ça se trouve, ça coûte une blinde, hein, pour trouver les pièces. Si ça se trouve, surtout avec ce qui se passe, hein, on aura l'occasion d'en reparler certainement, ça va être difficile à construire ce machin, si j'ose dire. Bon, et on passe à la suite. Oui, un vieux quoi? Non, pour l'articulation, en fait, il a récupéré des pièces d'un Game Boy. Ah oui, c'est juste. Ouais. Okay. Moi, si je peux réagir, ça me rappelle un petit organiseur que j'ai eu et qui a été très très vite dépassé. Donc en fait, j'ai utilisé ça très très peu de temps. C'était, je sais même plus la marque. D'ailleurs, si ça parle à quelqu'un, si quelqu'un retrouve le nom de cet objet, dites-le nous en commentaire. Mais c'était un appareil qui se mettait dans les cartes. Tu sais, avant on mettait des cartes réseau, etc. via des slots dans les ordinateurs portables. Et donc je sais même plus le nom de ces slots, hein, pour te dire. C'était un format. Ça fait tellement longtemps. Donc c'était un format un peu comme une carte bancaire, le produit. Pardon ? C'est pas Sidekick le produit. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. D'accord. Et donc en fait c'était un petit appareil gris avec sur quasiment l'entièreté de la surface un écran tactile avec un tout petit stylet qu'on avait et qui permettait d'enregistrer tous ces contacts. Ça servait d'agenda, etc. Et c'était au format vraiment d'une carte de banque et ça se mettait dans les ports. Oui, où à l'époque on mettait les lecteurs. Ça permettait de mettre des options sur l'ordinateur portable. On mettait les ports Ethernet, etc. C'est ça, effectivement. Ouais. Oh là là. Je sais même plus. Pourtant, j'ai utilisé ça pendant des années. Des challenges pour nos auditeurs. Si vous retrouvez le nom de ce dont Xavier essaye de parler, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire une fois de plus. C'est un petit challenge, c'est un concours, mais il n'y a pas de prix à ce concours. C'est totalement. C'était pas Realtek qui avait fait ça. Ça aurait pu dire, mais on va passer à la lettre suivante, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Ah bah tiens, R comme recyclage, c'est avec évidemment Xavier qu'on va parler de... Enfin, je sais pas pourquoi je dis évidemment, parce que ça n'a pas de sens. Avec Xavier, genre, oui, c'est celui qui fait les poubelles dans l'équipe. Non. Google offre une deuxième jeunesse à vos ordinateurs. Xavier, j'en parlais en introduction avec un système d'exploitation un peu léger, quoi, un peu universel, un peu léger. Fait.
Ouais. Donc, on va parler de Chrome Flex, qui est en fait une nouvelle version de l'OS de Google, qui est normalement utilisée dans les Chromebooks, donc Chrome OS. Et Chrome OS, c'est cet OS qui en fait se limite à peu de choses près à un navigateur Chrome. Donc, vous ouvrez votre ordinateur, vous avez Chrome. Et vous allez pouvoir utiliser les applications de Google, par exemple, pour la suite comme dans Google un Chromebook. Suite. Oui, c'est pour les Chromebooks. Et d'ailleurs, voilà, c'est un chouette engin. On en a acheté un il y a pas très longtemps pour mon fils. C'est un chouette appareil. Mais le système donc Chrome Flex ici se base sur une solution qui a été rachetée par Google, qui s'appelait Cloud Ready, qui était développée par Neverware et qui a été rachetée par Google en décembre 2020 et qui permet ici d'installer Chrome OS sur des PC. Alors cette nouvelle version Chrome Flex, elle est maintenant disponible en accès anticipé, ce qui veut dire qu'elle est encore buggée, il y a encore pas mal d'améliorations à faire, mais c'est un OS que tout le monde va pouvoir installer, même s'il est surtout destiné au secteur de l'éducation et des entreprises où on a des piles de vieux PC qui s'entassent et de vieux Mac qui s'entassent, qui prennent la poussière parce qu'ils sont complètement dépassés, ou simplement parce que le système d'exploitation n'est plus sécurisé. Hein. Il y a encore des personnes qui ont des machines avec XP dessus qui fonctionnent parfaitement, mais on ne peut plus l'utiliser parce que l'OS est complètement dépassé, il est plus patché, on ne peut plus l'utiliser pour des raisons de sécurité. Donc ici, l'installation de ces système d'exploitation ne prendrait que quelques minutes et Google promet le même suivi que pour Chrome OS. Donc certaines fonctions dépendent malgré tout du matériel. Donc il y a par exemple certaines webcams ou autres qui pourraient ne pas fonctionner comme pour certains vieux MacBook et on vous met le lien vers une liste de machines qui seront supportées. Donc pour ceux qui ont l'image, c'est ce que Marc est en train de montrer à l'écran. Google indique par ailleurs que des ordinateurs qui sont vieux de 13 ans, alors quand on parle d'ordinateur portable, 13 ans c'est vraiment une éternité, hein, c'est certainement des ordinateurs qui permettaient justement d'insérer cette fameuse petite carte dont je parlais il y a peu. Un exemple de machine de cette période-là, c'est le PowerBook G4 qui pourrait donc faire tourner cet OS et leur donner une nouvelle jeunesse puisque les besoins en termes de performance de ce système d'exploitation sont vraiment minimes. Donc voilà, un moyen efficace de donner une seconde vie ou peut-être d'équiper des élèves d'ordinateurs. Vous avez un vieil ordinateur qui traîne chez vous dont vous ne savez plus rien faire. Vous hésitez même à le donner à vos enfants parce que c'est complètement dépassé. Et bien voilà, Chrome Flex, donc ici, est un système d'exploitation qui pourrait lui donner une deuxième vie. Alors si vous avez un vieux parc de matériel dans les entreprises, parce que je suis ici sur la liste et je vois qu'il y a énormément d'ailes latitude dans toutes les versions possibles et imaginables, en général ce sont des machines qu'on rencontre en entreprise, hein. Si vous avez un vieux parc, ne les jetez pas, ces machines-là, elles peuvent encore servir. Dans des classes, franchement, des enfants avec Chrome OS, ils font vraiment des chouettes trucs. Bien sûr, et donc on l'a vu au début de la pandémie, quand tout le monde était bloqué chez soi, etc. On espère que ça ne se reproduira plus, mais on a quand même, ça a mis en évidence quand même un manque cruel de matériel informatique chez les plus jeunes, qui ont tous un smartphone, hein, soyons très très clairs, mais un ordinateur qui permet de lire des documents, de pouvoir publier des travaux, etc. C'est quand même beaucoup plus pratique. Et donc là, vous avez la possibilité avec cette liste-là. Il y a du HP, il y a enfin voilà, je suis assez surpris de voir la quantité. Alors quand on clique sur le lien vers chaque modèle, ils disent qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. Et ça, c'est juste des modèles qui ont été testés. Ça ne veut pas dire qu'un modèle qui n'est pas repris là-dedans ne fonctionnera pas. Hein. Bien sûr, la liste va sans doute encore s'étoffer au fil des expérimentations et des usages, hein, j'imagine en tout cas. Donc voilà, la liste est longue comme le bras. Hein. C'est un jour sans fin. C'est du Lenovo, voilà. Je continue. C'est énorme. C'est voilà, du Toshiba, des Zotac, une marque que je connais pas personnellement, mais voilà, manifestement qui accepte l'OS en question. Très bonne piste. Ça a besoin d'être stabilisé. Hein, tu l'as dit, c'est une version. On est plus sur de la bêta ou de l'alpha? Non, de la bêta plutôt. Alors je sais pas trop si on est entre de l'alpha et du bêta, mais je pense que ça va se développer assez vite malgré tout parce que ça a été racheté
et que en plus de ça, ça profite des développements de Chrome OS, puisqu'il y a quand même un noyau commun qui est très important. À mon avis, ça va se développer assez vite et vraiment pour des enfants, c'est génial. C'est pas que pour les enfants, je pense que pour tout le monde qui a un usage, on va dire, que partiel d'un ordinateur, c'est souvent le cas, parce qu'on fait beaucoup de choses maintenant sur ta tu veux juste aller sur Internet, lire tes mails et taper Voilà, c'est ça, question d'avoir quelque chose, quand tu tapes un courrier, c'est quand même plus pratique, par exemple, plutôt que d'acheter une nouvelle machine, autant en recycler une ancienne. Je sais pas ce qu'en pense Benoît, s'il a des choses à rajouter, d'autres cas d'usage, par exemple, je ne sais pas. J'avoue que je suis un petit peu partagé. À la fois, je trouve l'idée de recycler des vieilles machines et les bonnes, parce que c'est vrai que voilà, on est maintenant dans une situation où on a des machines qui sont excessivement trop puissantes pour la plupart de ce qu'on fait, des choses qu'on fait avec, et donc il y a une espèce d'obsolescence qui vient simplement du fait, comme vous le dites, que l'OS patché ne va plus fonctionner dessus et donc on ne peut pas les garder éternellement. Et en même temps, je reste à titre personnel très dubitatif de tout ce qui est logiciel venant de Google, et en matière de respect de vie privée, etc. Et donc je suis un petit peu partagé sur cette news. Je dois bien Là, je te rejoins, Benoît. D'ailleurs, j'avais déjà dit qu'on en parlerait, on en ferait peut-être un hors-série ou même peut-être une série de hors-série de moyens de se dégoogler, parce que des options autres existent. Et je suis à peu près certain que parmi les Linuxiens de l'équipe, si on leur en parle, ils vous diront bah oui, mais ça on peut le faire avec telle distribution Linux de telle manière. Chez nos auditeurs aussi, j'en suis sûr. Ce qui m'épate moi à titre personnel quand je vois, c'est surtout cette liste et la manière dont c'est détaillé. C'est rassurant quand tu veux, quand tu n'y connais pas grand chose. Tout à fait. Cet aspect-là des choses est quand même assez rassurant. On peut en prendre du poil de la bête entre guillemets et s'inspirer peut-être de ce mode de communication justement pour peut-être installer une distribution Linux peut-être plus. Il devrait y avoir une version Chrome. Je sais pas, il y aura peut-être bien un jour une version Chromium de l'OS. Hein. On a Chrome OS, on pourrait. Oui, pourquoi pas avoir un Chromium OS. Mais je rejoins Benoît sur l'idée effectivement on peut être frileux. Je le reconnais moi-même par rapport de s'embarquer, on va dire, avec des outils afféodés à une seule marque, et en l'occurrence ici à Google. Effectivement. Donc voilà, vos commentaires, tout aussi pertinents que celui de Benoît, sont les bienvenus évidemment en commentaire sur notre blog lestechno.be ou sur notre chaîne YouTube, ou là où vous vous trouvez et là où on peut vous lire, surtout parce que sinon ça n'a pas beaucoup de sens, effectivement. On est à la lettre R toujours, mais cette fois pour rupture de stock. Benoît, moins d'achats de semi-conducteurs, ça on l'a tous constaté parce qu'il n'y en a pas. En gros, c'est un peu ça le problème. Et donc ça change aussi les options d'achat, on va dire. Voilà, je pense qu'on devrait faire un sujet une fois, tu vois, un épisode où on parlerait de semi-conducteurs. Je trouve qu'on n'en parle pas assez dans cette émission. Oui, c'est ça. Et nos amis français vont dire, c'est bien un podcast belge, ils ont dit une fois. Donc, cette pénurie qui pousse les consommateurs vers des produits high-tech, oui. Voilà, tout à fait. Donc, qu'est-ce qui se passe et ça rejoint un petit peu le sujet précédent qui était sur le fait de prolonger la vie de certains produits, les pénuries de puces, les pénuries de semi-conducteurs font qu'il y a des marques qui n'arrivent pas à produire, qui n'arrivent pas à vendre, et donc ça a un impact sérieux. Et l'organisme d'études GfK a fait une étude des consommateurs, et ils ont trouvé que plus de la moitié des consommateurs ont dit qu'en 2021, ils ont des difficultés pour trouver des biens d'équipement de maison qu'ils souhaitaient. Donc, biens d'équipement de maison, c'est y compris la tech, l'électroménager. Donc, ça va aller depuis l'ordinateur, parce qu'on télétravaille et donc on a besoin d'un ordinateur, parce que les enfants en ont besoin pour étudier avec le fait que l'école a été en distanciel, etc. Ou ça va être la télévision, ça va être la machine à laver. Même des biens assez simples. Oui, tout à fait, parce que effectivement, l'électroménager, maintenant, souvent, il y a une puce dedans. Et donc ça, la moitié des consommateurs ont eu des difficultés pour trouver le bien qu'ils souhaitaient, que ce soit en ligne ou en magasin. Donc c'est vraiment des pénuries fortes. Et c'est vrai que
je pense qu'on l'a tous constaté. Hein. Je suis en train de regarder pour acheter un petit peu d'électroménager et une des sociétés m'a dit la difficulté qu'on a maintenant, ça va être de se procurer parce que pour les produits que vous demandez, c'est 3 à 6 mois. Et donc ça a un impact. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'un certain nombre de consommateurs, un quart des consommateurs ont simplement renoncé à l'achat. On voit certains de leurs achats, donc ils se sont dit ok, tant pis, je garde mon ancien produit. Et donc la news de Xavier reste très pertinente du coup. Je garde mon ancien produit et je le fais durer un petit peu plus longtemps. Soit ils se sont tournés vers des produits plus chers parce que les fabricants confrontés à la pénurie de puces, ce qu'ils ont tous fait, c'est qu'ils ont dit ok, on va plutôt privilégier des produits sur lesquels on a une marge plus élevée, et donc ceux-là ont été un peu moins en pénurie que les autres, et donc 50% ont eu des difficultés, 25% ont renoncé, et les autres 25% ont dû acheter des produits plus chers, ou se tourner vers des produits dans un magasin ou dans une marque qui n'est pas la marque qu'ils recherchaient, quoi. Voilà. Alors, il y a plein d'autres choses. Par exemple, on voit aussi que le marché des smartphones reconditionnés a augmenté de façon très très importante. Hein, on est passé, on a une hausse de 36% des ventes de smartphones reconditionnés sur l'année 2020, parce que voilà, faute de trouver du smartphone, soit on a dû monter en gamme, soit on a dû se tourner vers des produits d'occasion. Et en fait, à peu près, à la seule exception de l'informatique, parce qu'évidemment le télétravail et l'enseignement distanciel a poussé la vente de télétravail, on constate que à peu près pour tous les éléments de la high-tech, les ventes sont en baisse. En tout cas, pas nécessairement en valeur, parce que comme je disais, les consommateurs sont tournés vers des produits plus haut de gamme, mais en volume, c'est à travers tous les secteurs, à l'exception des ordinateurs, puisque là, pour s'équiper pour le télétravail, forcément, à la fois les entreprises et les particuliers ont acheté pas mal. Et puis, faut oublier que les fabricants d'ordinateurs, souvent, avaient des volumes d'achats importants qui faisaient qu'ils avaient des contrats à long terme qui leur ont permis de gérer les choses un petit peu différemment d'autres acteurs de l'électronique. Donc c'est quand même, mine de rien, impactant cette chute. Effectivement. Xavier, je sais que tu avais un petit mot à dire sur ce sujet, parce que toi-même, tu installes des choses, tu fabriques des choses, tu fais fabriquer des choses, et tu te retrouves aussi bloqué par ce type de rupture de stock. C'est effectivement une news qui ne peut que me faire réagir, hein, puisque avec ma société, on est fabricant de certains composants, de pièces électroniques. Alors, la première chose sur laquelle je voulais, il y a plusieurs petites choses sur lesquelles je voudrais réagir. Benoît a indiqué que on parlait surtout de certains composants et de la marge, et donc le choix de faire des produits avec une plus haute marge et de se concentrer sur ces produits. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que les composants qui sont en pénurie ne sont pas forcément des composants haut de gamme. Donc il y a des produits très 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 basiques en électronique qui actuellement sont indisponibles, et donc ça touche vraiment toute une gamme de produits. Donc je comprends, il y a des fabricants qui se concentrent sur des produits avec la plus haute valeur ajoutée et la plus grande marge, parce que c'est d'un point de vue stratégique pour l'entreprise l'élément sur lequel ils doivent se concentrer. Mais ce qui est important de dire, c'est que ça touche tous les fabricants de n'importe quoi qui comprend un petit peu d'électronique. Donc nous-mêmes, on y fait face, et c'est vrai qu'il y a des composants pour lesquels, à l'époque, on pouvait aller sur n'importe quel fournisseur, on en trouvait en stock par centaines, et aujourd'hui, on doit vraiment, littéralement, racler des fonds de tiroir chez certains fournisseurs pour trouver des pièces. Un autre point qui me fait réagir, c'est quand on parle des smartphones pour lesquels on a de moins en moins d'achats de nouveaux smartphones, et on a de plus en plus de recyclage entre guillemets de smartphones. En fait, j'ai l'impression aussi que un autre élément qui pourrait expliquer ça, c'est que je pense qu'on a atteint un certain niveau de performance et de fonctionnalité dans les smartphones qui fait que aujourd'hui, monsieur, madame, tout le monde n'a pas forcément besoin d'un smartphone dernier cri. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, on a la possibilité, avec des smartphones qui ont déjà plusieurs années, d'avoir tous
tout ce dont on a besoin sur un smartphone, en tout cas pour les usages les plus fréquents et pour les personnes qui n'ont pas des besoins particuliers. Donc ça, c'est un autre élément. Et alors oui, effectivement, même ma société aussi, on est impacté par cette crise et il y a une grosse inconnue à pas mal de niveaux pour cette crise qui touche un nombre incroyable de sociétés. Et je suis persuadé que certaines sociétés, si ce n'est pas déjà le cas, ne vont pas se relever de ces crises, parce que si vous êtes dans le cas d'une société qui vend un produit unique, allez, je vais prendre un simple exemple, mais on a une société qui a développé une brosse à dents qui permet de se laver les dents en 10 secondes. Donc elle a un produit, elle a fait cette brosse à dents. Imaginons que demain, un des composants principaux qui est utilisé pour l'électronique de cet appareil vient à manquer. Eh bien, du jour au lendemain, ils ne savent plus rien vendre quand leur stock est écoulé, et donc c'est dramatique. C'est quelque chose qui touche beaucoup d'entreprises. Effectivement. Enfin, moi, j'ai connu ça il y a très très longtemps, à l'époque où je faisais du commerce et je vendais des connecteurs. J'avais dans ma gamme un connecteur très spécifique qui était fabriqué par un seul fabricant. Il y a eu une pénurie une fois, ça a failli mettre sur le flanc effectivement une entreprise qui l'utilisait et qui devait payer des sommes folles à son client s'il avait du retard à la livraison. Et donc du coup, enfin, l'effet boule de neige. Je vous passe évidemment les détails. Évidemment, un cas n'est pas l'autre. Hein, il faut bien le reconnaître aussi. Je lisais un article il y a pas tellement longtemps concernant une société française qui fabrique un vélo électrique sans batterie. C'est un vélo électrique qui utilise des condensateurs, une batterie en quelque sorte de condensateur qui donne juste la petite impulsion nécessaire, dans un petit coup de kick, on va dire, quand on pousse sur les pédales, et qui s'en sort relativement bien grâce à ça, parce que finalement ce sont des composants relativement simples à fabriquer et que l'on trouve assez facilement, même s'ils ont peut-être dû changer de fournisseur. C'est ce qu'on utilise dans nos vannes aussi, des super condensateurs. Et voilà, c'était des super condensateurs, effectivement, et je crois que c'est Pipop, le vélo en question, qui donc ça les sauve quelque part, leur technologie ultra simple, je vais pas dire que c'est de la low-tech, mais presque, leur permet de s'en sortir, de continuer malgré tout à produire. Donc il faut pas, voilà, un cas n'est effectivement pas l'autre, mais ce sont des difficultés dont on pourrait éventuellement se passer. Ceci étant dit, si ça amène de la réflexion, de l'imagination, et que ça permet justement de faire des choses peut-être moins coûteuses ou moins polluantes ou moins, enfin, ouais, ce que je veux dire, suivez mon raisonnement, c'est peut-être pour un bien quelque part aussi. Faut le voir, hein, c'est mon côté. Pour l'instant, tout ça amènera certainement d'autres opportunités, effectivement. Hein, quand il y a une crise pour quelque chose, ça crée des opportunités pour d'autres personnes. Donc, oui. Benoît, une conclusion ou on a fait le tour? Pour reboucler sur le sujet le premier sujet, ça explique aussi la volonté de la Commission de développer l'autonomie européenne en matière de semi-conducteurs, de ne pas être dans la situation actuelle où tout est fabriqué, presque tout est fabriqué hors de l'Europe, et donc quelque part on est les plus mal lotis quand il y a une pénurie qui s'installe. Nos entreprises, comme celle de Xavier, sont les plus mal lotis. Je dis pas de bêtises, 45 milliards de débloqués pour créer des usines de fabrication de semi-conducteurs en Europe, si ma mémoire est bonne. C'était dans l'actualité d'il y a quelques semaines. J'étais un peu... il faut réaliser qu'il faut faire les usines, il faut construire les cadres commerciaux. Enfin, il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre, parce qu'aujourd'hui, on est complètement dépendant. Bien sûr. Je pense que les compétences, elles existent en Europe. On n'a pas besoin d'importer. Souvent, on se plaint de la fuite de compétences à l'étranger. Je pense qu'il faut juste arriver à la retenir. Ce serait déjà pas mal. Je pense, non? C'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que tu as deux aspects aux compétences. Tu as la personne, on revient sur ARM, qui a les compétences pour faire la conception, etc. Mais en fait, ce sont des relativement petites équipes. Et puis après, tu as les armées de techniciens qui n'ont pas le même niveau de compétences, mais qui ont besoin d'un niveau de compétences suffisant pour pouvoir produire en volume. Il faut surveiller les machines, il faut programmer les machines, il faut vérifier la qualité, etc. Ça requiert un niveau de compétences qui est peut-être pas, tu vois, le top style des ingénieurs de ARM, mais là, par contre, on a besoin de gros volume.
On a besoin de beaucoup de gens. Ouais, et il y a les compétences et l'expérience aussi, c'est deux choses différentes. Oui, oui bien sûr. Tu peux être très compétent, mais avoir une expérience dans un autre domaine. Oui. Ou très bien formé, mais n'avoir aucune expérience. C'est aussi souvent le cas en informatique aujourd'hui, de manière générale. Ok, bon ben voilà, on n'a pas fini d'en débattre, on en reparlera encore, à mon avis, on n'est pas sorti du tunnel. Donc voilà, vos commentaires sont évidemment les bienvenus. Comme je le dis, j'aime à le répéter, ça alimente le débat aussi. Et donc voilà. Voilà. Allez, on arrive tout doucement au bout de cet épisode, je le dis, parce que si vous êtes en train de faire votre jogging, c'est peut-être le moment de pousser une petite pointe de vitesse. C'est pour arriver à ce que votre jogging s'arrête au moment où l'épisode s'arrête. Est-ce comme Samsung, Xavier, on parle de Samsung qui veut rendre leur ordinateur portable encore plus mobile ou encore plus compact, c'est selon. Je vais juste faire une petite parenthèse, ça m'avait manqué ce petit jingle quand tu n'étais pas là, je me le chantais dans la tête entre les différentes lettres de l'ABCD. Certains l'ont même chanté en vrai, mais... voilà. Donc, je reviens à Samsung qui teste, comme on le sait, pas mal de formats sur les smartphones et les ordinateurs. On a les exemples du Z Fold, du Z Flip pour les smartphones avec la technologie d'écran pliable. Au CES, et d'ailleurs j'ai mis le lien, ils ont présenté les Flex Note, le Flex S, le Slidable, le Flex X, donc tous des concepts un petit peu d'ordinateurs qui exploitent les écrans pliables ou des formats tout à fait nouveaux. Et on a remarqué qu'il y a de nouveaux brevets qui révèlent que la société a pensé à combiner d'une part ces écrans pliables avec un clavier qui serait détachable pour donner un design d'ordinateur qui serait encore plus mobile que ceux qu'on peut imaginer avec des écrans pliables ou détachables. Alors, l'appareil serait composé d'une part d'un écran détachable qui peut servir de tablette, mais il sera aussi pliable. Et l'innovation un petit peu, c'est qu'on a dans la partie clavier qui est détachable, on va pouvoir diviser ce clavier également en deux. Donc, chaque partie du clavier contient sa propre batterie. Il y a un seul CPU, mais l'idée au final, c'est de pouvoir, en fait, si vous prenez un ordinateur portable et que vous le dépliez en deux, donc vous avez l'écran à droite, le clavier à gauche, vous devez imaginer que vous allez pouvoir séparer ça en deux, et encore le clavier séparé en deux et l'écran séparé en deux. Et l'idée, c'est d'avoir au final un ordinateur qu'on va pouvoir plier en quatre pour être ultra mobile. Alors, on peut utiliser l'écran comme une tablette, je l'ai déjà dit, à voir si ce brevet va aboutir à quelque chose, mais pour les personnes qui sont hyper mobiles, ça peut être un concept intéressant. Voilà, je suis curieux de voir où ça va aboutir. Moi, tu connais mon amour pour les écrans pliables, hein. Déjà. Moi, ce que je me dis à chaque fois quand je vois ce genre de concept, et je sais pas si Benoît va me rejoindre là-dessus, mais on rajoute de la mécanique là où on a fait tous les efforts possibles imaginables pour ne plus en avoir. On a vu ça avec les smartphones, on se rappelle les vieux Motorola dépliables, machin, etc. On a supprimé l'aspect mécanique et ça a fait des appareils qui étaient un peu plus durables quand même. Cette obsolescence de la charnière, on l'a tous connu. Pareil pour les portables aussi, où ça a quand même bien amélioré. Et là, on y retourne, quoi. On va remettre des connecteurs propriétaires avec des trucs qui vont se déglinguer, qui vont se remettre, qui vont se défaire, qui vont se remettre. Moi, j'y crois pas. J'arrive pas à y croire. Je crois que c'est un marché de niche, en fait, moi. Je pense que c'est vraiment pour des personnes qui ont besoin d'être ultra mobiles. Pour les personnes qui ont besoin vraiment d'être ultra mobiles, et peut-être que la fiabilité ne sera pas l'élément essentiel. Mais voilà, mais ultra mobile, et encore, tu peux pas t'en servir une fois quand tu es plié en 4, c'est un origamisme, machin. Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, je sais pas ce qu'en pense Benoît, je voudrais avoir ton opinion là-dessus. Oui, je suis un peu comme toi, j'ai peur de ces appareils qui vont effectivement être assez fragiles, j'ai l'impression. Mais oui. Et alors, fragilité et mobilité, à une époque, je voyageais énormément, je me baladais dans toute l'Europe sans cesse, et tu veux du solide quand tu voyages. Mais bien sûr. Quand tu te déplaces beaucoup, tu veux du solide, parce que ça casse. Oui. Tu cognes, dans les aéroports, on balance les trucs, t'es bousculé, t'as pas toujours un cadre bien propre pour t'installer, donc tu vas avoir des poussières qui s'installent.
je veux pas cracher sur le produit que j'ai pas vu et pas essayé. Hein. C'est sympa de voir des idées et tout ça, c'est très bien, mais j'ai chaque fois effectivement la même réaction que toi sur ces écrans pliables, ces trucs. Quid de la solidité? Oui, c'est ça. Et puis bon, en même temps, c'est aussi en faisant progresser. Je veux dire, on a connu, comme tu disais, ces charnières qui cassent, mais voilà, peut-être que si on s'y met vraiment, on va résoudre ces problès-là. Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'on n'est pas encore là. Je pense qu'on est encore à l'étape, ça va casser. On le sait. Mais en même temps, on est obligé de l'éprouver pour avancer, parce que voilà, et cette recherche-là, elle a été payée, donc il faut essayer de la rentabiliser au maximum avant de passer à autre chose. Mais c'est qu'une étape, à mon avis. Et comme tu parles de mobilité et de solidité, moi je me rappelle, il y a pas tellement longtemps, quand je devais partir pour travailler, on me confiait je pense que c'était Panasonic qui faisait des ordinateurs portables qui étaient tropicalisés, tu pouvais le balancer de la fenêtre de ton train et on le retrouvait sans aucun problème, et il fonctionnait parfaitement, et avec des connecteurs qui étaient bien conçus pour éviter de prendre de l'humidité, des choses comme ça. Donc voilà, enfin, il y a toute la gamme possible de robustesse entre ça et ce qu'on nous montre là, mais ça me paraît particulièrement dangereux, j'ai presque envie de dire. Xavier, je te laisse conclure. Non, mais je parlais de ces écrans pliables aussi. Une de mes craintes principales, c'était aussi que ces écrans soient très fragiles et s'abîment, se fragilisent à la longue à force d'être pliés, etc. Et j'ai l'impression qu'en l'espace, finalement, dans un délai très court, donc de 1 à 2 ans, j'ai l'impression que ça s'est déjà très très fort amélioré, et que beaucoup de tests que je lis sur des nouveaux modèles qui sortent ont l'air de dire que ça a l'air d'être de plus en plus concluant. Alors peut-être que ça ne l'est pas encore assez, mais donc je pense qu'on pourrait être surpris à assez court terme sur la longévité et la solidité de ces appareils. Oui, peut-être. Maintenant, c'est sûr que toute mécanique engendre des sources de problèmes en plus. Hein. Ça, je vous rejoins complètement. C'est une espèce d'obsolescence naturelle à l'élément mécanique qui a une usure, quoi. C'est assez forcé. Et puis il y a le prix de ces machins aussi. Hein. C'est pas donné. Hein. Il faut quand on a envie d'un bon processeur, d'une machine de course versus un truc qui se plie, ça pose question, quoi. Voilà. C'est plein de questions qu'on se pose. C'est ça aussi le principe des technos, c'est de se poser plein de questions. Et donc, pas toujours. Peut-être que pour Sébastien Arbogast, qui se déplace beaucoup, est-ce que lui, ça pourrait être le genre de client qui serait notre camarade Sébastien, cet appareil ultra mobile. Ouais. Qui est un ancien chroniqueur, mais que je considère comme étant toujours un chroniqueur, même s'il vend sa webcam. Donc, voilà. Voilà pour la conclusion de cet épisode 341 avec Xavier et Benoît. Benoît et Xavier que nous allons retrouver dans un bonus d'ici quelques jours. Si vous êtes vraiment au taquet, ou peut-être qu'il est déjà là, allez jeter un petit coup d'œil. On va vous proposer ça, le bonus qui ne fait que 15 minutes, et donc moins de 15 minutes peut-être. Et donc c'est un condensé d'informations qu'on n'a pas eu le temps de mettre dans l'épisode que vous venez d'écouter, et donc ça mérite aussi tout votre intérêt. Merci beaucoup Benoît, merci beaucoup Xavier. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux, comme on a l'habitude de dire. On s'y retrouve sur Twitter, sur Facebook, on a un groupe, etc. Donc n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. On vous fera un petit coucou en retour aussi. Voilà. À très bientôt. Salut.